c'est de répondre uniquement lorsqu'on est attaqué. Attendre qu'ils nous tirent dessus pour intercepter les missiles. Plus intelligent encore, il faudrait attaquer les installations qui sont en Russie si la Russie nous attaque. Donc nous avons besoin d'une combinaison de frappes de précision en profondeur avec lesquelles on pourrait détruire le système d'armes qui serait utilisé pour nous attaquer. Et évidemment, parce que nous avons une ligne défensive, nous prendrons le premier coup, parce que la Russie commencera le conflit, et pas nous. Vincent, des mots, bien évidemment, mais il y a quand même une prise de conscience de la part de l'Alliance, de la part de l'OTAN, et ça répond à une escalade du côté de Moscou. On est dans une escalade de la dissuasion rhétorique pour le moment. Donc, en ripostant effectivement à l'énoncé récurrent et croissant de menaces venant du Kremlin. Il faut quand même souligner, Magali l'a fait tout à l'heure, le caractère hypothétique du scénario. C'est bien dans le cas où la Russie s'en prendrait à un pays membre de l'Alliance, ça pourrait être la Pologne, la Finlande ou la Suède aujourd'hui, pourquoi pas les pays baltes. Ce qui est clair, c'est que là, on n'est pas dans une doctrine réactive, mais dans une doctrine, je dirais, proactive. C'est-à-dire qu'il s'agit d'envisager, d'anticiper pour neutraliser une menace. N'importe quel coach de football, c'est ça. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et je pense que c'est une sorte de réarmement rhétorique pour, en quelque sorte, convaincre les Russes que ce travail de sape de la menace et notamment du spectre de l'anéantissement nucléaire ne fonctionne pas. Pour autant, et je termine là-dessus, ça aussi, Magali y a fait allusion tout à l'heure, le scénario d'une agression frontale de la Russie sur un pays de l'OTAN reste, à mon sens, très hautement improbable. Parce que les Russes, en dépit de leur délire impérialiste, ont parfaitement conscience du rapport de force et savent que le prix à payer pour ce genre d'aventure serait évidemment prohibitif. Je crois davantage, moi, à une intensification des autres formes de guerre et de guérilla, de guerre hybride par l'influence, par de guérilla comme l'a promise d'ailleurs Vladimir Poutine. Par la propagande, absolument, et par aussi la guerre informationnelle. Je crois évidemment qu'à Moscou, on a regardé avec une certaine délectation les résultats du premier tour de la présidentielle roumaine, par exemple. Général, il y a une nouveauté également, enfin une nouveauté, Magali le soulignait, c'est que là, de la part de l'OTAN et de la part de Rod Bauer, on ne frappe pas coup pour coup. C'est-à-dire que si les Russes frappent, c'est l'ensemble du système qui a servi à frapper qui sera détruit. Voilà la promesse qui a été faite hier. Oui, absolument. Souvenons-nous des premiers jours de la guerre du Golfe. Une fois que l'échéance est tombée, en fait, les raids se sont succédés non-stop, en fait, sur des installations militaires à l'époque irakiennes. C'est un peu ça le message, à mon sens, de Rob Bauer. C'est-à-dire quoi ? Il répète avec beaucoup de précaution, ce ne sera qu'en réaction, mais le moindre coup sur un pays de l'OTAN, attendez-vous à une riposte extrêmement importante sur tous les sites susceptibles de nous attaquer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des plans doivent être mis à jour, ça veut dire que des raids sont prévus sur des sites parfaitement identifiés, et c'est ça en fait le message. On a les moyens de le faire ? Oui, on a les moyens de le faire, absolument, et c'est essentiellement avec l'aviation qui irait attaquer, et d'ailleurs c'était la même réaction qui avait été envisagée s'il y avait... si on peut dire comme ça, une petite attaque nucléaire, c'est-à-dire un missile tactique nucléaire. La réponse est déjà prévue, c'est-à-dire que vous allez attaquer un maximum de sites, notamment par l'aviation de combat, qui a des objectifs prêts, c'est-à-dire que les aviateurs savent où est-ce qu'ils doivent aller attaquer. C'est ça l'idée, en fait. On peut parler de changement de doctrine de la part de l'OTAN. Alors, on va revenir aussi peut-être parce que il y a toujours le poids des Américains dans l'OTAN, et vous nous disiez tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a eu une réunion entre le nouveau président américain Donald Trump et le patron de l'OTAN. Ils ont certainement parlé de cette guerre, des suites, de la menace ou des menaces de Vladimir Poutine, et peut-être même d'adapter le ton à celui de Moscou. Mais d'ailleurs, Rob Bauer explique qu'il ne va pas falloir se contenter uniquement d'investir 2% du PIB dans notre défense,
qu'il va falloir certainement monter à 3%. Et que, parce que ça va être une demande américaine. Et il dit, mais c'est sain de parler de ça, parce qu'en effet, il faut se réarmer bien plus massivement. Tout comme il parle de se préparer aussi à une guerre industrielle. C'est-à-dire, faites attention aussi dans le cas où il va falloir être capable de se priver d'un certain nombre de composants venus par exemple de Chine. Il va falloir que les entreprises s'adaptent et donc se préparent. C'est pas un changement de doctrine, mais c'est un changement de ton en fait. C'est une volonté quand même d'alerter les esprits et de montrer les muscles au moins verbalement, c'est-à-dire de dire on est prêt à tous les cas de figure, à tous les scénarios. On a en effet des plans, des cibles qui sont préparées. On va préparer aussi les opinions publiques, parce que évidemment ça c'est absolument clé, de aussi préparer les opinions publiques européennes à ce qui pourrait éventuellement se passer, préparer les industries. Donc on sent vraiment un ton qui change, certainement aussi parce qu'on est dans une période qui est extrêmement volatile. Il faut bien voir, et ça l'OTAN d'ailleurs s'y prépare depuis le début, que entre l'élection américaine et l'investiture du nouveau président Trump, on est dans une période où les ennemis aussi de l'Amérique pourraient profiter de ce moment de flottement. Et d'ailleurs, Mike Waltz, qui va donc être le nouveau conseiller à la sécurité de Donald Trump, dit être en liaison aussi avec Jack Sullivan, qui est aujourd'hui en poste à la Maison-Blanche, pour bien justement qu'il n'y ait pas la moindre feuille de papier à la cigarette pour que les ennemis de l'Amérique puissent essayer d'en profiter. Donc on est vraiment dans une période qui est critique, qui est volatile, et c'est pour ça aussi qu'il y a ce genre de déclaration et ce changement de ton. Mike Waltz d'ailleurs qui a dit que l'administration Trump, dont il fait partie, et Donald Trump, était particulièrement inquiet de la situation. Je vous laisse la parole, Vincent. Je voudrais juste que l'on regarde ce qu'a déclaré Moscou ce matin. Peu de déclarations, mais il y en a une. Il s'agit de celle du ministre russe des Affaires étrangères. C'est peu renoncer à toute décence. Est-ce que l'on peut parler de décence? Est-ce que l'on peut se satisfaire de cette réponse, Vincent, de la part de Moscou? C'est une réponse dont la formulation est tout à fait conforme, je dirais, au canon rhétorique du Kremlin. Parler de décence, c'est quand même, grosso modo, parler de la corde dans la maison du pendu, s'agissant des déclarations et des actes de Moscou. Dans le sillage de Magali, je ne vois pas, moi, du côté de l'OTAN, de rupture doctrinale du tout. Au fond, quand on regarde ce qu'a été l'évolution de Jens Stoltenberg, donc le prédécesseur de Mark Rutte, l'actuel patron de l'OTAN, on était dans cette logique-là. Je crois plutôt, moi, à une adaptation liée aux circonstances et à la volonté, en plus d'éléments de contexte rappelés par Magali, la volonté de montrer que, certes, la vérité du terrain aujourd'hui est plutôt favorable à Moscou, soyons clairs, on y reviendra sans doute un peu tout à l'heure, mais que ce n'est pas pour autant que l'OTAN s'est inscrite dans une logique de la régression et du renoncement. Bien au contraire. Voilà, au contraire. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut lire cette sortie.